Madame, monsieur, bonjour. C'est la matinale de l'information sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu au sommaire de l'actualité ce matin. Le Burkina Faso, nous sommes le 29, c'est la date choisie pour l'investiture du président démocratiquement élu le 29 novembre dernier comme président du Burkina Faso. Nous parlerons aussi ce matin du Burundi avec ces pourparlers de paix envoyés pour le 6 janvier. Il faut tout de même féliciter cette approche. Toutes les parties prenantes dans la résolution de ce conflit se sont quand même retrouvées hier pour échanger avant de prendre rendez-vous pour le 6 janvier prochain, une date déjà rejetée par le pouvoir de Bujumbura. Nous parlons aussi de la République centrafricaine avec cette élection législative et la présidentielle qui vont donc se dérouler demain, 30 décembre, et de la République démocratique du Congo, où Médecins sans frontières voudrait quitter, n'est-ce pas, cette partie du pays, pour être précis, Kivu, où l'insécurité est grandissante, et pour terminer bien évidemment par l'Irak, avec cet exploit de l'armée qui a repris le contrôle de Ramadi et maintenant met l'accent, met le cap sur Mossoul. Voilà donc pour le sommaire de cette actualité et comme les traditions, les mêmes que vous connaissez pour commenter cette actualité, pour l'analyser et apporter des suppléments d'informations. Élie Smith, bonjour. Bonjour Louis-Roger et puis bonjour Christian Dobo. Très bien réveillé ce matin. Oui, très bien. Alors, Patrick Christian Dobo, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour à Élie, bonjour à nos téléspectateurs. Vous passez des nuits sans sommeil pour parcourir le monde, pour suivre l'actualité, pour la commenter, l'analyser. Ce n'est pas une tâche aisée. Ce n'est pas une tâche aisée, mais avec le plaisir qu'on a à le faire, on arrive à retrouver des ressources. Maintenant, il y a d'autres ressources qu'on est toujours en train de rechercher. Et c'est peut-être ces ressources-là qui donnent davantage d'énergie. Je vois ça, Élie. Merci, monsieur, d'avoir encore accepté ce matin de venir informer le monde, la planète, sur notre façon à nous de voir les choses, de commenter l'actualité et surtout d'analyser. Alors, Élie Smith, je voulais qu'on commence tout de suite par le Burkina Faso avec Roch-Marc Christian Kaboré qui va goûter aux délices du pouvoir. Oui, il va goûter aux délices du pouvoir. C'est d'abord toute la gloire, c'est au peuple burkinabé qui ont démontré qu'ils peuvent s'unir et vaincre une dictature violente et kleptomane qui a été le gouvernement de Blaise Compaoré, un fouteur de troubles dans la sous-région. Il va aussi goûter aux délices de pouvoir, mais quelqu'un qui a côtoyé l'ancien régime pendant longtemps, je crois qu'il aura maintenant une autre approche dans la gouvernance, ça veut dire qu'il serait plus responsable. Et je vais revenir à hier, parce que hier, sur ce plateau, parce qu'on doit faire une injonction, ce que je n'ai pas pu dire hier, c'est que j'ai vu que j'étais encerclé par les apologistes de la dictature et la révision constitutionnelle. Ça veut dire Christian Dobo devant moi, et puis, monsieur Jean-Marie Kassamba. Mais je le comprends, on est dans une démocratie, on les laisse avoir ce qu'il veut dire, mais je suis très content parce que l'exemple du peuple burkinabé doit servir à l'exemple au Cameroun, par exemple. Là-bas, la société civile a agi et a laissé les politiques, c'est leur travail, finir le travail. Ils ne sont pas concurrentiels. Par exemple, quand on va au Cameroun, on va te dire, oui, je suis avocat, je suis diplômé de ceci, ce n'est pas ça qui gouverne un pays. La politique, c'est pour les politiciens et ils savent bien le faire. Donc, je veux féliciter le peuple burkinabé aujourd'hui. C'est une victoire pour la démocratie et la démocratie va toujours triompher. La démocratie va triompher au Burkina Faso et c'est d'ailleurs l'expression de cette démocratie-là qui sera donc couronnée au sommet de l'État avec l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré. Alors pour vous, ça sera la continuité ou alors la révolution totale? Voilà, vous me permettrez, puisque Élie a fait un détour hier, de dire que l'expression de la démocratie qu'Élie revendique voudrait qu'on puisse être capable d'accepter des points de vue divergents. C'est aussi ça l'expression de la démocratie. Être opposé à ce que vous pensez ou bien avoir une autre lecture ne fait pas forcément de cela des antidémocrates. Sinon vous-même, vous êtes un antidémocrate. Et deuxièmement, personne n'a fait l'apologie des révisions constitutionnelles orientées ici. Non.
une révision constitutionnelle, elle est inscrite même dans le principe d'une constitution, à condition qu'elle ne soit pas orientée à des fins individuelles. Et personne, il me semble, que ne l'a dit ici sur ce plateau. Sinon, ça nous ferait avoir des casquettes tout à fait pas objectives dans les analyses que nous menons. Nous essayons simplement de donner d'autres perceptions avec d'autres éléments de compréhension de cette actualité-là. Sauf à nous dire que c'est votre point de vue qui serait, on va dire, le point de vue acceptable et à accepter par tous. Alors, Roch-Marc Christian Kaboré. Revenons sur le Burkina Faso. Vous savez, moi j'ai envie de dire que Roch-Marc Christian, finalement, va être celui qui partage les orientations d'un pouvoir dans lequel il était déjà. Il avait commencé déjà à saliver autour de la table du pouvoir. 30 années quand même de relations avec ce pouvoir. On n'est quand même pas président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans si on n'a pas de bonnes relations avec le pouvoir. On n'est pas Premier ministre, on n'est pas patron du parti au pouvoir qui a exercé pendant 30 ans si de temps en temps on n'a pas le droit de couper une parcelle de ce gâteau-là. Donc maintenant, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je fais mienne cette assertion pour dire qu'il est un homme donc en capacité de changement. Est-ce que cela va se démontrer dans l'exercice de son pouvoir? De toutes les manières, il y a eu un rêve au Burkina Faso, c'est ce qu'il faut reconnaître. Un rêve où on a vu quand même des populations, parce que ça n'était pas des animaux, c'était des Burkinabés qui sont descendus dans la rue. On a vu des populations revendiquer quelque chose, tout au moins un changement. On avait l'impression que le pays était resté dans une espèce de sclérose, parce que 30 ans quand même, ça fait beaucoup. Maintenant, surtout que c'est un pouvoir qui est quand même issu d'un coup d'État, et que c'est une culture qu'on avait dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant que Roch-Marc Christian Kaboré arrive, c'est la première fois, on va le savoir, qu'un civil transmette le pouvoir à un civil, même si c'est un civil qui est issu d'une transition, c'est la toute première fois au Burkina Faso. Donc, le gros défi maintenant pour Roch-Marc Christian Kaboré, c'est de montrer aux yeux du monde qu'il peut se démarquer du régime dans lequel il a été façonné, du régime dans lequel il a acquis toutes ses lettres de noblesse. C'est en cela qu'on va peut-être le regarder au pied du mur et se dire que voilà une révolution qui a finalement apporté quelque chose de bien, ou bien c'était une tromperie, comme l'a laissé entendre ici Jean-Marie Kassamba hier. Voilà. Alors, Elie Smith, a-t-il les coudées franches, a-t-il la niaque nécessaire pour mener donc cette rupture radicale et totale? Oui, mais ça serait de notre part naïf de croire qu'il y aura une rupture totale. Vous savez, si, je crois que Christian vient de le dire, oui, ils ont été ensemble pendant 30 ans. Oublions même le fait qu'ils ont été pendant 30 ans. Le fait qu'un système a été en place pendant 30 ans, si tu veux réussir, tu ne commences pas à faire la politique de Alexandre le Grand ou le Pierre le Grand pour commencer à brûler. Non, tu ne peux pas couper le pont complètement. Je vous rappelle, parce qu'on prend souvent l'exemple d'autres pays. On a vu le cas de la transition démocratique au Congo-Brazzaville en 1997. L'erreur, on peut accuser Denis Sassou Nguesso d'être le diable, d'avoir fait le coup d'État et tout, mais l'erreur, c'est que Pascal Lissouba a confondu les amphis de Paris 10 avec la réalité politique. Ça veut dire qu'il est venu, il a dit c'est notre moment, je fais table rase du passé, tu vas créer des problèmes. Donc lui aussi, je pense, il peut copier l'exemple d'un autre grand leader, Nelson Mandela. Mandela est venu avec 400 ans de gouvernement blanche et 50 à 60 ans du Parti national raciste, les Africains du Parti national. Il n'a pas dit on doit les chasser. Il a dit on doit travailler ensemble. Je pense que Roch-Marc Kaboré fera quelque chose de bien en optant pour une vraie réconciliation, de ne pas faire la chasse aux sorcières, aux gens qui ont travaillé avec Blaise Compaoré. D'ailleurs, même il a travaillé avec Blaise Compaoré. Je crois que pour le Burkina Faso, pour la stabilité de ce pays et la sous-région, il faut une vraie réconciliation, une rupture, peut-être une rupture dans la gouvernance. Mais la rupture que je vais chasser tout le monde, non. On a vu l'exemple de Sarkozy quand il est venu au pouvoir en 2007. Il a voulu en finir avec tous les Chiraciens. On a vu comment il a eu des difficultés. Il a fallu les faire revenir parce que ces gens, c'est eux qui connaissent un peu l'administration. Rupture, peut-être non, mais peut-être rupture dans la manière de gouverner, oui. Alors, Patrick Kisson, tout dans votre développement, parler de changement. Changer quoi? Qu'est-ce qu'on peut véritablement changer? Qu'est-ce qui peut apporter véritablement comme changement au-delà de cette réconciliation nationale que tout le monde souhaite, au-delà de ce gouvernement large que l'on souhaiterait pour davantage ramener la sérénité dans le pays? Alors ce changement-là pourra aussi s'opérer à quel niveau?
Peut-être au niveau des choix économiques, parce que la structure politique du Burkina Faso me semble difficilement changeante, tout au moins pour les deux prochaines décennies. Il faut quand même reconnaître que 80% des partisans de Roch-Marc Christian Kaboré sont des démissionnaires de l'ancien parti au pouvoir. Lui-même, il en est un. Donc, on va dire que de manière névralgique, c'est le même sang qui coule dans les veines de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et de ceux qui l'étaient hier. Donc, c'est peut-être au niveau des orientations économiques que le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré sera jugé. Sa capacité à fédérer davantage d'investisseurs, sa capacité à redonner confiance à une économie qui a quand même chancelé pendant cette période de transition. Pourtant, elle n'était pas déjà en si bonne santé avant même la période de transition. Si vous avez vu la jeunesse se mettre dans la rue, c'est une espèce de ras-le-bol, parce qu'il n'y avait pas d'emploi, parce que la jeunesse avait comme l'impression que son avenir était flou. Et par contre, elle avait une cassette de personnes au pouvoir depuis 30 ans qui ne faisaient que s'arroger la manne, la petite manne même qui existe encore au Burkina Faso. Je vous rappelle que c'est un pays enclavé, qui n'a pas de richesse outre mesure minière, qui n'a pas de port, ainsi de suite. D'ailleurs, d'où la grande dépendance avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous voyez pourquoi quelques analystes disent qu'aujourd'hui, il n'est pas dans l'intérêt du Burkina Faso de vouloir faire le bras de fer avec la Côte d'Ivoire, comme on a semblé le percevoir pendant le pouvoir de transition. Donc, il va certainement falloir au régime de Roch-Marc Christian Kaboré, qui prend les rênes du Burkina Faso aujourd'hui, de trouver des alternatives économiques qui permettent au pays de redorer son blason, ou tout au moins de se remettre sur les rails et de permettre à cette jeunesse-là, parce qu'il s'agit de cette jeunesse, celle qui est descendue dans la rue, celle qui a manifesté pour avoir de meilleures conditions de vie dans le pays qui est le leur. Il s'agit de redonner l'espoir à travers des actions, des choix économiques à cette jeunesse, que cette jeunesse se retrouve dans son pays et que finalement le Burkina Faso décolle de manière économique. Voilà certainement l'enjeu majeur du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Alors Ismi, ce décollage également économique doit tenir compte des relations étroites entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On a vu à un moment donné Houphouët Sankara, Barbeau Compaoré, Ouattara, maintenant Kaboré, qui sont des gens qui se connaissent assez bien. Est-ce que vous pensez que les relations seront aussi saines? Parce qu'il y a eu quand même des moments où des relations étaient tumultueuses. Non, ça serait sain. Je vais vous faire une révélation. Il faut savoir que, Roch-Marc Kaboré est parenté avec une femme qui est très proche de M. Alassane Dramane Ouattara, qui est Mme Henriette Diabaté. D'ailleurs, le mari de Henriette Diabaté est parenté aussi avec Roch-Marc Kaboré. D'ailleurs, il a son demi-frère ou son cousin qui s'appelle Jean-Philippe Kaboré, qui était le directeur de Télésud, qui est très parenté avec eux. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est un peu comme la famille qui se retrouve. Et vous verrez que en Côte d'Ivoire, les puristes ou entre guillemets, les nationalistes vont dire mais c'est les parents qui sont retrouvés. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. D'abord, donc, il y a ce fibre familial qui va jouer. Et aussi, je crois que ce que Christian Dobo a dit maintenant, ce sont les orientations économiques qui vont jouer. Parce que vous vous rappelez, en 1984, quand il y a eu la guerre de pauvres entre le Mali et le Burkina Faso, que les gars voulaient faire la guerre, ils partaient en Côte d'Ivoire demander l'argent du carburant. Et que c'est ça aussi qui a fait que, je ne veux pas justifier le fait qu'on a renversé Sankara, je crois que c'est ça même qui a fait que Houphouët-Boigny participe à la chute de Thomas Sankara, parce que Houphouët-Boigny, qui aimait beaucoup la Côte d'Ivoire, et aussi on va me dire que c'est parce que c'était un potentat français qui défendait le camp libéral contre le communisme, avait peur de voir un monsieur idéaliste comme Sankara aventurier à la tête de Burkina Faso. Donc je pense qu'en termes d'orientation politique et économique, ils sont obligés de travailler avec la Côte d'Ivoire. Mais ça sera aussi judicieux et bien de diversifier les partenaires. Par exemple, que le seul porte d'entrée en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ne doit pas passer par la Côte d'Ivoire. Bien sûr qu'il y a une société qui, on peut peut-être critiquer, mais qui a l'expérience en Bolloré, fait tout pour que la dépendance ou l'inucité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se consolide avec le chemin de fer qui va être réhabilité, nouvelle rail même construit jusqu'à au-delà même de Bobo Dioulasso. Je pense qu'ils sont obligés et maintenant voir comment ces deux pays vont s'entendre. Déjà, je crois qu'il y a une maison du Burkina Faso qui serait construite au quartier Plateau. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Ils doivent toujours rester ensemble. Il faut savoir qu'il y a la première communauté étrangère en Côte d'Ivoire,
c'est les Burkinabés. Officiellement 5 millions d'habitants. Donc c'est un peu les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est comme les lèvres, la lèvre et la dent. Et ça peut le mordre, mais ils sont obligés de rester ensemble. Alors, Patrick Christian, d'abord, il y a quand même que l'histoire nous révèle hein, que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire sont comme grands frères et petits frères, entre guillemets, et que la Côte d'Ivoire a toujours joué un rôle prépondérant, hein, s'agissant de la politique menée au Burkina Faso. Houphouët-Boigny a été impliqué, hein, fortement impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara. On se rend également compte que lorsque Compaoré décide de l'autre côté, il y a Gbagbo qui tombe. Alors, c'est un jeu d'équilibre qui doit se maintenir entre ces deux pays, ou alors Roch-Marc Christian Kaboré devrait se démarquer, se détacher de ce cordon ombilical. Non, il sera difficile. Elie, lorsqu'il rapportait la relation étroite qui existe entre Alassane Dramane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, le disait avec en face. Et il faut d'ailleurs même encore le réitérer. Pendant les années d'opposition d'Alassane Dramane Ouattara, il faut dire que Roch-Marc Christian Kaboré était un des proches collaborateurs de Compaoré, qu'on dit avoir été un soutien, une base arrière d'Alassane Dramane Ouattara. Donc ça peut se comprendre que des relations même au-delà de ces rapprochements filiales, à travers des relations fraternelles, c'est déjà même fait sur le plan politique entre ces deux personnalités-là. Personne, il y a 2 ans de cela, ou il y a 3 ans, n'imaginait qu'on allait avoir une telle révolution au Burkina Faso, ou bien que Roch-Marc Christian allait basculer en 1 an. Donc, ça n'est pas en 1 an qu'il a renié tout son relationnel. Encore que pour un homme d'État, un homme politique, il sait très bien que pour s'asseoir sur le fauteuil présidentiel au Burkina Faso, il va lui falloir garder les relations qu'il a tissées pendant qu'il était aux affaires dans la sous-région, en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que Premier ministre, en tant que patron du parti au pouvoir. Au-delà de la relation traditionnelle dans l'opposition avec Ouattara, il a tissé des relations avec tout le céréal en Afrique de l'Ouest. Regardez, c'est une demi-douzaine de chefs d'État qui va assister aujourd'hui à la prestation de serment, parmi lesquels Macky Sall, qui a quand même avalé une couleuvre pendant la période de transition. Mais il est là. Ça veut dire qu'il y a eu des tractations quand même pendant cette période pour que la calmie revienne. Parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du Burkina Faso, aussi enclavé en difficulté économique comme il est, d'avoir encore des tensions avec ses voisins. C'est pour ça que je dis que c'est une patate chaude, que la transition, et notamment Isaac Zida, dans une position vengeresse, voulait filer à Roch-Marc Christian Kaboré. Non seulement il a accentué le coup sur l'énervement pour tirer les ficelles entre les camps opposés à Djendéré et son camp, voilà qu'il y a une autre histoire maintenant d'une vingtaine de soldats qui auraient fomenté l'attaque du camp Nabakom 2, de l'autre de Kaspanga, au cœur de Ouagadougou, et avec l'intention d'exfiltrer le général Djendéré et le général Bassolé. Vous voyez, c'est dangereux de jouer à ce jeu parce que le Burkina Faso aujourd'hui ne peut pas renier sa relation étroite et traditionnelle, comme vous l'avez dit, avec la Côte d'Ivoire. Et en tout temps, vous avez cité des duos. Et j'étais très admiratif quand vous étiez en train d'évoquer ces duos-là. Ça a toujours marqué l'histoire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, c'était Ouattara et le jeune Sankara. Hein? Autant pour moi, Houphouët-Boigny et le jeune Sankara. Et puis est venu le tour de Gbagbo et le Compaoré. Voici maintenant le tour de Ouattara et de Roch-Marc Christian Kaboré. L'histoire ne fait que se répéter, peut-être avec des personnes différentes. De toutes les façons, le Burkina Faso n'a pas intérêt à avoir actuellement des situations de tension avec ses voisins, encore plus la Côte d'Ivoire. Regardez la large frontière que les deux pays traversent. Regardez les habitudes traditionnelles, économiques, le cacao, le café qui est cultivé, la petite forêt qu'il y a de ce côté. Donc, c'est difficile d'imaginer que le Burkina Faso puisse tourner le dos à la Côte d'Ivoire. Certainement, dans la multiplication, la recherche, la variété des relations, des partenaires, c'est d'ailleurs une option économique qu'il faut avoir, peu importe. Comme on a coutume de dire, il n'est pas bon de mettre tous ses œufs dans un même panier. Ça veut dire que ça peut se vérifier dans les choix et orientations. C'est même une explication diplomatique que le pouvoir de Ouagadougou peut donner à la Côte d'Ivoire. Mais de là à penser que le Burkina Faso puisse tourner le dos à la Côte d'Ivoire, en tout cas, ce n'est pas envisageable pour l'instant. Alors, Elie, suite, on va sortir de cette actualité s'agissant le Burkina Faso. Il y a certains analystes, certains fouineurs qui l'ont relevé dans certains journaux,
de notoriété que Blaise Compaoré aurait passé un coup de fil à Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, j'aurais appris ça. Pour moi, je ne trouve pas ça... L'inverse ou bien... ça peut être... pour moi, c'est Compaoré. En tout cas, que ce soit Kaboré, Compaoré, Kaboré, l'essentiel, c'est qu'il y ait un coup de fil qui serait passé. Mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va apaiser. Vous avez dit tout à l'heure, je crois à l'introduction, ça fait 30 ans de pouvoir, 27 ans, presque 30 ans de pouvoir de Blaise. Blaise a encore des fidèles. On peut tout dire. Et c'est un militaire. Il a les gens qu'il a positionnés quelque part. Donc je pense que ça contribue aussi à l'apaisement. Il ne faut pas que les gens, parce que les gens vont dire non, c'est que c'est un peu un marché de dupes. Non. Je pense que Roch-Marc Kaboré est suffisamment mature pour savoir quand tu veux gouverner, tu n'es pas rancunier. Si tu veux la stabilité, parce qu'il peut toujours le nuire. Peut-être le seul moment que Blaise ne peut plus être un danger pour le Burkina Faso, c'est s'il est à la CPI, s'il est en prison. Mais tant qu'il est encore au large, je pense qu'il a la capacité de nuire. Et si Blaise Compaoré lui a appelé, ou c'est l'inverse qui a fait, ils ont conversé, c'est quelque chose qui est bien. Je pense qu'à un moment, le pays est plus important que nos égos individuels. Voilà. Merci pour ces contributions à ce premier pan de l'actualité, ça semble évidemment de cette cérémonie d'investiture qui va se dérouler dans les minutes qui vont suivre du côté du Burkina Faso. On va parler également du Burundi ce matin, qui est également au cœur de l'actualité, avec ces pourparlers qui ont véritablement commencé sous l'égide de Yoweri Museveni, le président ougandais, qui est également pris par les élections présidentielles. Peut-être c'est ça qui justifierait le fait que l'on ait renvoyé ce dialogue pour le 6 janvier. Et déjà le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Aimé Nyamitwe, n'est pas d'accord et dit qu'ils n'ont pas été consultés, que le gouvernement n'a pas été consulté pour fixer cette date. Est-ce à dire que l'on n'est pas encore sorti de l'auberge, Elie Smith? L'on n'est pas encore sorti de l'auberge et je pense que Alain Nyamitwe peut parler. Pour moi, il a perdu toute légitimité parce que le problème du Burundi, ils sont les responsables. Et je pense qu'il a même peur parce que celui qui les soutenait, c'était Jakaya Kikwete. Parce que Jakaya Kikwete qui a foutu en l'air le coup d'État qui avait eu lieu, un coup d'État salvatrice. Maintenant, moi j'ai toujours dit, je reste égal sur cette position que je pense. Les Africains à un certain moment doivent être responsables et avoir une mémoire et n'essayent pas de se justifier. Le problème du Burundi, c'est les accords de Arusha et elle doit repartir à l'accord de Arusha et respecter stricto sensu l'esprit de Kampala. Maintenant, je pense aussi que par politesse aussi, on devait quand même les informer, mais j'en doute très fort qu'ils n'ont pas été informés. Je crois qu'aussi sa stratégie aussi, c'est de mobiliser la base qui reste à Bujumbura, au Burundi. Mais là où le gouvernement de Pasteur Nkurunziza a échoué, c'est qu'elle veut ethniciser ce conflit pour penser que c'est un problème Hutu. J'ai lu même dans le Jeune Afrique, parce qu'ils sont en train de dire que c'est une conspiration Tutsi qui veut chasser les Hutus du pouvoir. Ce n'est pas vrai. C'est seulement une manœuvre des gens quand ils ont perdu. C'est un peu le cas du Zimbabwe, ça n'a peut-être rien à voir. Quand tu gères mal et tu es à la fin, tu commences à invoquer les problèmes coloniaux ou racistes. Voilà un peu ce que le gouvernement de Bujumbura va faire. Mais je pense que le sort est scellé. Il va finir comme Gbagbo. Alors, Alain Nyamitwe, le ministre burundais des Affaires étrangères, dit « Nous ne serons pas en Ouganda et ailleurs, ou ailleurs ». Alors, puisque ça a été renvoyé, c'est pour parler, on été renvoyé pour le 6 janvier, et du côté, bien évidemment, d'Arusha. Alors, est-ce que vous avez espoir, Patrick Christian d'abord, que les différentes parties prenantes vont se retrouver encore ce jour pour échanger sur l'avenir du Burundi? Lui loger dans une situation comme celle où se trouve actuellement le Burundi, même le plus petit espoir, la plus petite espérance, comme le dirait Piggy, doit être prise en compte. Tant qu'il y a cette faille, cet espoir-là, on ne devrait pas lésiner sur cette possibilité. Bon, je pense que quoi qu'il arrive, moi j'ai presque la conviction, j'ai regardé encore pendant la nuit un certain nombre d'éléments chronologiques à cette crise et les différentes approches même. Et le rendement surtout des pays comme les États-Unis qui
d'une manière ou d'une autre, sont en arrière-plan. C'est vrai que j'ai quelque peu été inquiété par l'idée de cette conspiration Tutsi-là. Parce que quand on regarde les comportements des États-Unis soutenant le Rwanda, une mission de Museveni, qui, quand même, dans son discours, quand on le regarde encore, est quand même un peu partisan. Et avant, je n'avais pas l'impression de voir une certaine attitude partisane de la part de Museveni pour l'opposition et notamment les pro-Tutsi. Mais de plus en plus, j'ai envie de me tromper, hein, mais je perçois dans les rapports et les propos du médiateur cette intention de soutenir. Maintenant, je pense que cela participe aussi des deux parties, les différentes déclarations qui sont faites d'une stratégie pour lever les enchères, afin de se retrouver dans une bonne posture, parce que j'ai la conviction qu'un accord va être trouvé entre ces deux parties. Je ne peux pas donner ici la forme, mais j'ai la conviction qu'un accord va être trouvé entre ces deux parties, et chacun veut donc lever les enchères pour qu'au moment de l'accord définitif, on se retrouve dans cette situation-là. Bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne consulterait pas une délégation officielle qui représente le pouvoir pour fixer la date, n'est-ce pas, d'une prochaine rencontre. Ce serait, à mon sens, une erreur stratégique dans une négociation comme celle-là, qui voudrait que toutes les suspicions soient évacuées. À mon sens, ce serait même un terrain fertile offert au président Nkurunziza et à son équipe pour dire qu'effectivement, nous avons dénoncé les manœuvres de cette médiation. Mais, à la vérité, on ne devait rien attendre de la journée d'hier. Et cela avait été annoncé même par l'équipe qui préparait cette transition du côté de Entebbe. Il ne devrait pas avoir un raid à Entebbe. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de bouleversant hier. C'était comme une espèce d'entrée en matière de mise en condition. Il était question beaucoup plus de manière symbolique de voir les gens s'asseoir autour d'une table. Et donc, tout le monde va repartir à Arusha, où les accords de 2000 avaient été fixés. Ce que je peux reprocher, au-delà de l'implication des grandes figures de l'Afrique autour des accords de Arusha, comme Nelson Mandela, tout ce qui a été fait pour arrêter cette guerre civile au Burundi en 2000, ce qu'on peut quand même reprocher, c'est d'avoir laissé libre cours à l'interprétation de cet accord. Parce qu'à mon sens, c'est peut-être là où la pomme de discorde a commencé à éclater, entre ce qui devait être considéré véritablement comme un premier mandat et ce qui devait être comme une période de transition. Et c'est peut-être à ce niveau-là que l'élément manquant, n'est-ce pas, de tout ce qui a été fait à Arusha a servi de prétexte, on peut le juger de manière plus ou moins objective, aux partisans de Nkurunziza de penser qu'ils aient le droit de se maintenir au pouvoir. Donc voilà pourquoi est-ce que peut-être Arusha, de manière symbolique, va pouvoir compléter un certain nombre de manquements qui peuvent faire aujourd'hui le point de discours. Merci, monsieur. On va poursuivre cette matinale de l'information sur précisément l'antenne avec la République centrafricaine où les élections générales se déroulent donc demain, mercredi 30 décembre, les législatives et la présidentielle. Elie Smith, tout est prêt. L'autorité nationale des élections rassure la communauté internationale que les élections vont se dérouler dans les 5697 bureaux de vote. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment? Non, je n'ai pas ce sentiment. Pour moi, je pense que les gens, chacun veut se débarrasser de la Centrafrique et que les Centrafricains eux-mêmes ne voient pas ou perçoivent, mais ne savent pas le gérer. Premièrement, c'est la communauté internationale. Deuxièmement, c'est la sous-région de l'Afrique centrale et la CEMAC en particulier. On est en train de laisser la Centrafrique. Je pense ce qui va se passer, sauf changement sismique, ce qui se passera. Cette élection aura lieu et après, on va descendre à un conflit armé plus atroce. Et puis, la Centrafrique reviendra un peu comme la Somalie. Et donc, c'est ça que je pense. Pour moi, il ne fallait pas organiser cette élection parce qu'on n'a jamais, je le dis chaque fois, toutes les négociations en Centrafrique, la communauté internationale n'a jamais respecté sa part d'obligations. Les pays de la zone CEMAC, c'est une sous-région, on peut dire, ils parlent beaucoup, ils écrivent beaucoup les textes, mais ils agissent moins. Donc pour moi, c'est un bon sujet pour l'information, mais ça, pour moi, et puis autre chose sur la République centrale. Il y a des pays en Afrique que moi, ça peut paraître un peu violent,
Je pense souvent qu'il faut les laisser un peu. Bon, vous savez, il y a des pays comme ça qui ne seront rien dans leur vie. Il y a un pays comme la Centrafrique, la Somalie. Et puis, vous avez des gens comme un pays comme le Burundi. Et souvent, c'est les dirigeants. Quand vous avez des gens comme Pierre Nkurunziza à la tête d'un pays qui ment comme un arracheur de dents. Quand vous avez une dame comme Madame Catherine Samba Panza qui nous roule un peu dans la farine en disant que oui, c'est une dame, elle est belle et trucs comme ça, et elle est pire que les hommes, donc on ne peut pas avoir, il n'y aura pas de résultats. Patrick Issa, d'abord, le 30 décembre est donc la nouvelle date qui a été proposée pour la tenue de ce double scrutin, législatif et la présidentielle. Je vois sourire. Peut-être que vous ne serez pas aussi dur qu'Eli, qui estime que c'est un machin qui va ouvrir la voie à un chaos. Non, la chose que je peux partager avec Eli, au-delà de son expression qui lui est typique, c'est le style Eli. On n'est pas surpris, en tout cas pour ceux qui connaissent Eli dans ses approches. Ce que je pourrais partager avec Eli, et que je partage même avec Eli, et nous l'avons souvent dit sur ce plateau, c'est l'inquiétude autour finalement de ce processus, de la légitimité qui va l'entourer. Peut-être que légalement, on va lui donner le sceau nécessaire pour qu'il soit validé par toutes les instances impliquées dans ce conflit. Mais c'est le poids qu'il aura sur la vie prochaine des Centrafricains. Parce que si les Centrafricains n'ont pas véritablement l'impression de se reconnaître dans ce processus-là, je veux dire dans leur grande majorité, est-ce que cela pourra avoir un impact sur leur capacité à accepter les décisions qui seront prises ou les orientations qui seront données par le pouvoir qui sera issu, n'est-ce pas, de ce scrutin-là, non seulement sur le plan de la gestion du pouvoir exécutif, mais aussi sur le plan de la gestion du pouvoir législatif, parce que c'est un double scrutin. On va élire en même temps les parlementaires et le président de la République centrafricaine. Donc, nous sommes inquiets. Ce qu'on peut souhaiter de mal à la République centrafricaine, c'est que toutes nos inquiétudes s'avèrent vaines. Si tel est le cas, alors nous serons les premiers à être élus. C'est quand même un pays frère et voisin. C'est beaucoup de kilomètres de frontière avec le Cameroun. Vous vous imaginez qu'on ne peut pas se réjouir de voir le feu dans la maison du voisin. Mais en l'état actuel, nous ne posons que des questions d'observateurs, d'analystes et de journalistes qui, au regard d'un certain nombre de faits, ont suffisamment d'arguments pour dire que cette affaire-là, ça sent le roussi. Maintenant, permettez-nous de nous tromper ou bien donnez-nous l'autorisation, le droit de nous tromper. En attendant, l'élection est prévue pour demain. L'autorité nationale des élections dit tout est OK cette fois-ci. En 3 jours, on a pu résoudre les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre en plus d'1 an de transition. Que les 5697 bureaux ou destinations de bureaux de vote seront équipés en logistique. Que les scrutateurs qui, il y a 2 semaines, ne savaient pas comment remplir un bulletin, ont appris en 2 semaines comment remplir ce bulletin et que finalement, ils sont OK. Donc, nous attendons de voir simplement comment va se dérouler cette élection. Nous souhaitons en tout cas qu'elle se déroule sur le plan pacifique de la meilleure des manières qui soit. Mais est-ce qu'elle va donner la légitimité et la force du pouvoir dans l'adhésion des populations à ce qui va sortir des urnes? Là reste toute la question énigmatique de ce problème. Dieu souhaite ainsi pour parler comme les anglo-saxons. Alors je voulais qu'on parle tout de suite de la République démocratique du Congo avec Médecins sans frontières qui est contraint de suspendre ses activités à Wesso, c'est au nord Kivu, à cause de l'insécurité. Eli Smith, une partie du continent pour maîtriser. Mais lorsqu'on regarde un peu le travail abattu par Médecins sans frontières, on comprend quand même que c'est une grosse perte avec 180 000 consultations, 8 000 hospitalisations déjà réalisées, 6 000 accouchements. Parti d'un trait comme cela, c'est quand même laisser la population dans le désarroi. Exactement, parce que je crois qu'ils sont accélérés par les AFDL-LANU, qui est une rébellion ougandaise, qui n'y a plus pignon sur rue à Kampala ou en Ouganda et arrive à se déployer dans la République démocratique du Congo, qui n'est qu'un État officiel passé par politesse. Hein. Ce sont des, comme on appelle en anglais, failed states. C'est des États en faillite. Voilà le terme, les États en faillite. Mais ça serait quand même grave parce que ces ONG-là sont un peu des supplétifs d'un gouvernement qui est incapable de subvenir
aux besoins élémentaires de sa population. Ça serait tellement grave en termes humanitaires, dont nous ne savons pas ce qu'on peut faire. Parce que si le gouvernement avait la capacité de les protéger, devait le faire. Mais ce qui est choquant est qu'ils quittent, ils sont dans une zone qui est quand même sous le contrôle des Nations Unies, les forces de l'ONU. Quel est le rôle des Nations Unies là-bas? Il faut qu'on se rappelle qu'il y a le plus grand contingent des troupes des Nations Unies sont en République démocratique du Congo et dans l'Afrique, parce que nous avions le plus grand des Républiques démocratiques du Congo, nous avions d'autres au Sahara occidental, nous avions d'autres en Centrafrique, au Soudan du Sud et tout. Donc, ça serait quand même dur pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour moi, ça augure mal. Pourquoi ils sont en train de quitter? Est-ce qu'il y aura une résurgence? Est-ce que c'est seulement les AFDL-NANU? Je ne pense pas. Peut-être il y a d'autres activités plus dangereuses qui vont venir, donc ils sont en train de quitter. Il faut savoir que ces organisations ont une capacité, vu leur proximité avec là où ils sont, de comprendre des choses. Et pourquoi ils ne nous disent pas toute la réalité? C'est ça ma peur avec ce qui va se passer. Je me dis que peut-être avec les plans de Joseph Kabila de violer la constitution de la RDC, on ne va pas me dire qu'il y a un problème d'interprétation dedans. Et donc, je crois que c'est ça qui va peut-être ils ont vu qu'il y aura peut-être une autre guérilla plus organisée que les M23 qui en avaient, peut-être. Ça, je spécule. Alors Patrick Essian, d'abord, on parle d'autres problèmes qui auraient donc motivé ce départ, certainement l'enlèvement des employés. Ben, écoutez, Reporters sans frontières, Médecins sans frontières, autant pour moi, abat un travail conséquent. On ne peut pas, au regard même des chiffres, autant en République centrafricaine qu'ailleurs, mais quelquefois, parfois, il est impliqué ou bien il lui est reproché par les fractions en opposition dans les sites où il intervient de prendre quelquefois fait et cause pour d'autres. Et ce qui fait que ça crée parfois des animosités. Et ces rebelles barbares, là, comme ils sont déjà des hommes sans foi ni loi, parfois passent à des exactions et ne se privent même pas de menacer ou même de porter atteinte, n'est-ce pas, à l'intégrité des travailleurs de Médecins sans frontières. Donc si la décision de Médecins sans frontières arrive à l'instant et est de quitter les lieux dans le nord, du côté de Kivu là-bas, c'est simplement parce que forcément il y a déjà des signes perceptibles ou bien des exactions qui sont commises et qui ne permettent pas à Médecins sans frontières, en tout cas à ceux qui travaillent pour Médecins sans frontières, d'être en sécurité, de vaquer à leurs occupations. Mais moi, la question que je pose, c'est quelle est la réponse du pouvoir central à Kinshasa face à cette menace-là? Est-ce que le départ de Reporters sans frontières ne va pas créer plus de désordre que sa présence? Est-ce que c'est un départ qui va être remplacé par le pouvoir central de Kinshasa pour permettre aux populations qui bénéficiaient de ces soins-là d'en bénéficier et finalement de ne pas regretter totalement le départ de Médecins sans frontières? Donc c'est des questions malheureusement qu'on peut se poser en se disant que si rien n'est fait et que cette absence n'est pas comblée ou tout au moins remplacée, même si ce n'est pas à équivalence, ce sera très très difficile pour ces populations déjà harcelées par les groupuscules armés qui sillonnent la frontière de ce côté-là et qui à tout moment sèment la zizanie et la désolation. Alors si les gens, en plus d'avoir cette frayeur-là, ne peuvent même pas avoir un petit soutien sur le plan sanitaire, vous voyez que c'est la catastrophe de tous bords. Moi, je peux comprendre la décision de Médecins sans frontières, mais j'espère que dans cette décision, ils ne se reprochent rien, je veux dire sur le plan des petites connivences qui pourraient exister avec des groupuscules armés ou bien avec un certain nombre d'infiltrations qu'on a souvent décriées à travers ces différentes missions. Voilà, des missions qui ont parfois d'autres missions et qui sont comme des agents doubles dans l'espionnage. Alors, on va parler de l'Irak avec l'armée qui annonce la prise de Ramadi, la Ramadi qui a été libérée par l'armée et la prochaine mission, c'est Mossoul qui est donc en ligne de mire. L'organisation État islamique est la cible de pratiquement tout le monde. Est-ce que c'est une victoire qu'on peut célébrer? Est-ce que ça peut faire jubiler lorsqu'on sait que ces djihadistes ont toujours plus d'un tour dans leur sac?
Bon, on peut célébrer, mais on doit, je sais que bon, il ne faut pas le dire, c'est comme si c'est saper le moral des troupes irakiens. Bah, ils ont fait ça avec l'aide des États-Unis parce que c'est face à eux, face à l'État islamique. L'État islamique serait déjà à Bagdad depuis. Bon, c'est déjà une bonne chose, mais la question c'est que pourquoi maintenant? Et maintenant, ils veulent maintenant affronter Mossoul. Je crois que Mossoul, c'est une ville mythique pour les poulains de Aboubakar al-Baghdadi, parce que c'est là où il a commencé de monter ses faits d'armes, c'est là où il a décidé de créer l'État islamique avant de même déporter la capitale qui est aujourd'hui en Syrie, à Raqqa. Donc on verra, on sait un peu comment ça a été difficile de prendre Ramadi. Je pense que ce serait encore plus difficile de prendre Mossoul. Mais déjà, s'ils prennent Mossoul, ça serait une tournure dans ce conflit contre l'État islamique que je pense que les Occidentaux sont pour quelque chose. C'est eux, c'est leur création. Dans cette expansion, ils ont créé un monstre, que cet monstre retourne contre elle. Voilà. Votre question d'abord. Voilà, on dira qu'on peut jubiler que l'armée, avec bien évidemment le concours des Américains, que l'armée ait réussi à reprendre cette ville entre les mains des djihadistes et annonce déjà d'autres conquêtes. Alors pour vous, est-ce qu'on est sûr que Mossoul sera aussi facile à prendre, surtout lorsqu'on sait que c'est le fief historique et traditionnel de l'organisation de l'État islamique? Oui, écoutez, Louis Roger, on a déjà la conquête de Ramadi est un fait d'armes important. Ça fait quand même pratiquement une année, parce que c'est depuis mai 2015 que les djihadistes de l'État islamique se sont installés dans cette ville. À l'époque, c'était une humiliation de plus pour l'armée irakienne. Et qu'aujourd'hui, cette reconquête-là n'a pas été de tout repos, il faut déjà le dire. C'était âprement discuté, c'était pas facile, c'était difficile. Et actuellement, il faut encore faire face aux éventuels pièges que finalement les djihadistes auraient laissés dans leur capitulation. Et en ligne de mire, évidemment, tout le monde pense à Mossoul, qui est la deuxième plus grande ville de l'Irak. Tout le monde pense à Mossoul, qui est quand même, on va dire, le point de départ, comme le disait Elie, de ce qui apparaît aujourd'hui comme le monstre qui fait vaciller tout le monde sur le plan sécuritaire. Donc, Mossoul, qui est occupé depuis 2014, sera un autre combat. Et il me semble que les autorités irakiennes elles-mêmes le savent. Aujourd'hui, je veux simplement voir que les Occidentaux ont certainement décidé d'en finir avec le monstre qu'ils ont créé. Parce que c'est la même armée irakienne qui battait retraite de manière humiliante il y a un an quand elle perdait Ramadi. C'est la même armée irakienne qui voyait ses soldats fuir en lambeaux quand en 2014 Mossoul tombait. Donc pourquoi aujourd'hui cette armée-là semble avoir repris du poil de la bête? Certainement que les alliés occidentaux qui avaient laissé faire en son temps ont compris que cette affaire-là est maintenant très sérieuse et que si rien n'était fait, elle finira même par engluer les populations. L'exemple du 13 novembre en France est là pour nous parler. Les attentats récents du côté des États-Unis sont là pour nous parler. Le spectre qui plane sur la Libye sont là pour nous parler. Donc, il me semble que Mossoul est certainement la prochaine cible, mais ce serait une cible difficile parce que, évidemment, les partisans de Baghdadi sont solidement installés dans cette ville qu'ils considèrent comme étant finalement l'épicentre de toute leur action dans le monde. Donc c'est un combat âpre et pendant que les troupes irakiennes se préparent, même s'il y a des alliés, de ce côté-là, on se prépare aussi à offrir une riposte digne de ce nom. Et là-bas, on est prêt au sacrifice, je vous assure. Donc ça n'est pas les kamikazes qui vont manquer. Et quelques rapports nous faisaient état de ce qu'ils sont plus de 16 000 prêts à aller au sacrifice. Vous vous rendez compte? Une armée de kamikazes comme celle-là, ça peut inquiéter. Mais c'est déjà bien de savoir que Ramadi, au moins, s'est revenu dans l'escarcelle. Il faudra maintenant revitaliser. Mais l'autre détail, c'est que le gouvernement irakien, majoritairement chiite, devra renouer, n'est-ce pas, les relations avec les populations sunnites minoritaires qui sont à Ramadi et peut-être en avançant mais Mossoul. Donc cette histoire aussi va aller dans la capacité du gouvernement irakien à remettre finalement leurs relations avec les populations sunnites qui à un moment donné s'étaient senties marginalisées et avaient failli même flirter ou même ont flirté avec les djihadistes pendant la prise de Ramadi. Merci monsieur pour ce matin,
pour toutes ces informations, ces analyses, ces compléments d'informations pour nous permettre de mieux comprendre l'actualité et surtout nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce fut un très grand plaisir de vous savoir nombreux à nous regarder ce matin. Prenons rendez-vous pour la soirée de l'information. D'ici là, restez très fidèles, nos programmes sont alléchants.